Bonjour à tous, je m'appelle Clark Balling, je suis un politologue de formation, mais je suis aussi le directeur par intérimaire pour le Alberta Centre for Sustainable Rural Communities de l'Université Alberta. Et voici ma présentation dans le cadre de cette conférence. Alors, juste pour offrir un petit peu de contexte, en tant que politologue, ça fait longtemps que je m'intéresse à ce concept de polarisation, cet écart agrandissant entre les citoyens en matière des différents enjeux sociétaux. Et ça, c'est quelque chose qui a clairement apparu les États-Unis. Mais en même temps, ça semble s'infiltrer ici au Canada dans différentes manières, surtout ici à Alberta où je réside. Et au début, il y avait des preuves qui démontraient que justement que la polarisation était que c'est quelque chose qui alimentait les tensions entre les communautés rurales versus les centres urbains, le plus conservateurs versus progressifs. Et ça, quelque chose qui est toujours vrai. Mais maintenant, il y a des données émergentes qui démontrent que cela a lieu au sein des communautés rurales, surtout à cause de la pandémie et en ce qui concerne comment atténuer l'incidence de la pandémie sur nos communautés. En général, on sait que la polarisation, c'est assez dangereux. Ça peut mener à des conflits profondément enracinés, ça peut détruire le tissu social, c'est une incidence néfaste sur la communauté, la collectivité, et qui peut être très dangereux pour les communautés rurales qui ont été déjà mises à rude épreuve. Alors, cet article que je vous présente, que j'ai écrit, c'est une opportunité pour examiner les éléments visible, par exemple, l'incidence sur la santé mentale, sociale, économique. Alors, c'est de penser de manière plus abstraite et de manière plus approfondie sur la cohésion sociale et la manière dont que la COVID-19 a vraiment endommagé la cohésion sociale au sein des communautés rurales. Alors, il y a différentes façons d'aborder ou examiner un enjeu de cette envergure, mais pour être très honnête, je n'avais pas les fonds ni le temps pour lancer des études à grande échelle ou de voyager partout au pays pour faire des entretiens. Mais alors, comme travail initial, j'ai regardé des lettres au rédacteur en chef en 5 journaux communautaires dans l'ouest du Canada pendant une période de 15 mois. Et l'objectif, c'était vraiment de générer des réponses à ces 3 questions. Alors, à quel degré les citoyens sont divisés en ce qui concerne les différentes mesures sanitaires imposées par les différents gouvernements provinciaux? Et à quel degré la désinformation et la théorie de la conspiration en matière des mesures de santé publique qui est en train de circuler au sein des communautés rurales. Et par la suite, c'est vraiment la nature du désaccord qui existe et c'est que la probabilité que cela mènera à des tensions. Alors, lorsque j'ai examiné les lettres au rédacteur en chair. Alors, il est clair que le lectorat, que justement, que la presse imprimée, c'est pas quelque chose de courant présentement. Mais cependant, les niveaux de lectorat, lorsqu'on parle les journaux hebdomadaires, sont quelque chose qui sont très hauts. C'est surprenant, mais surtout dans l'Ouest du Canada où on a mené cette étude entre 65, en effet, 80% des ménages sont en train de passer un petit peu de temps en train de regarder le journal communautaire. Alors, et même au-delà de ça, alors il y a toute la recherche que les gens qui prennent le temps de s'asseoir avec le journal, la partie la tribune libre, les lettres au rédacteur en chef et la section la plus populaire, non. Alors, cela veut dire que les gens dans les communautés rurales, ils sont en train d'écrire aux lettres au rédacteur en chef, ils prennent ça très au sérieux. Et là, justement, que les opinions qui sont exprimées dans les lettres au rédacteur en chef sont plus représentatives qu'on pourrait s'imaginer. Surtout lorsqu'on pense à qui est l'auteur des lettres au rédacteur en chef typique. Alors, je crois que justement d'examiner les lettres au rédacteur en chef dans les journaux
communautaire, rural, ça peut nous donner vraiment une idée des différentes opinions, perspectives des communautaires, de comment ils sont en train de digérer ce qui est en train de se passer. Alors, l'étude en général, alors j'ai échantillonné 5 journaux communautaires ici dans l'ouest du Canada. Alors, un de l'Alberta, de, de Saskatchewan, de la Colombie-Britannique. Alors, j'ai regardé qu'il y avait justement une partie des lettres au rédacteur en chef était très vivant. Puis, on a lu chaque lettre entre le 15 mars 2020 jusqu'à le 15 avril 2021, alors dès le début de la pandémie et les différents confinements, etc., dans différentes régions, et aussi la partie du printemps, lorsque la campagne de vaccination avait été lancée. Et en total, il y avait 535 lettres au rédacteur en chef. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces lettres? On a fait 2 choses différentes. La première, c'était vraiment faire une analyse du contenu. Et alors, cela, ça avait 2 composantes. La première, c'est très simple. Alors, on a regardé toutes les 535 lettres et on a divisé dans deux lots. Alors, c'était lié à la pandémie ou non. Et ce ne serait pas surprenant d'apprendre qu'une grande partie des lettres pendant cette période étaient justement liées à la pandémie. Et vous pouvez voir ici sur la diapo, juste un petit peu, avec 40% des lettres au rédacteur, au chef de ces lettres. Et par la suite, l'analyse de contenu, c'était générer des données intéressantes. Alors, lorsqu'on regardait ces lettres, il nous restait comme 207 lettres qui étaient liées à la COVID. Alors, on a fait un exercice qu'on allait diviser dans 8 différentes catégories. Alors, vous pouvez les voir ici sur l'écran. On pourra en parler davantage dans la période de questions-réponses et de comment on a créé ces catégories. Mais juste pour vous démontrer des chiffres, alors, la plupart des lettres, c'était, lorsqu'on parlait justement de la cohésion sociale, c'était en train de reconnaître le côté dur de la pandémie ou c'était en train d'exprimer la reconnaissance ou les scientifiques internationaux, nationaux qui sont en train de travailler sur ça. Alors, il y avait juste cette reconnaissance des épreuves qu'on est en train de vivre. Alors, on peut voir ici le 26% des citoyens sont en train de défendre les restrictions ou les mesures sanitaires. Et la troisième lettre la plus populaire, c'était qui est en train de critiquer les restrictions. Alors, on peut voir justement la polarisation ici. C'est clair. Et pour exprimer justement tous ces concepts de la théorie de conspiration, c'était pas aussi haut. Alors, le deuxième composant de cette étude, c'est d'avoir justement une analyse de discours critique. Ça, c'est une pratique qualitatif justement pour regarder. Ça peut être assez théorique, c'est très granulaire, surtout dans l'approche. Mais pour regarder ça, c'est simple. On va utiliser cela pour analyser le langage, le style, les arguments des textes et le contexte social, politique, local. Alors, lorsqu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est d'offrir avoir une représentation plus exacte de la valeur ou l'importance de la langage lorsque les gens écrivaient leurs lettres. Si si on comparait à l'analyse quantitative. Alors, pour cette partie des journaux, j'utilise 6 lettres qui pourraient démontrer des types, des arguments qui ont été faits par des auteurs qui parlaient justement des restrictions en matière de santé. Alors, essayez d'avoir une meilleure connaissance plus approfondie de la polarisation qui existe ou de comprendre un petit peu plus où les arguments sont en train de mener les gens. Alors, je vais juste vous montrer quelques extraits des lettres. Alors, vous pouvez les lire si vous voulez. Mais en ce qui concerne les lettres qui défendaient les restrictions qui étaient
en mesure de restrictions sanitaires. Et c'était vraiment les arguments que les politiciens locaux avaient fait, c'est la gravité de la maladie, l'importance de suivre les politiques sanitaires et de réduire le nombre de citoyens pour assurer que pour s'assurer que ça ne se propage pas. Mais lorsque ceux-là qui étaient contre les restrictions sanitaires, les lettres étaient beaucoup variées dans leur argumentation. Il y en a simplement disaient qu'ils disaient une approche générique, le confinement, c'était trop dispendieux pour la société, surtout que la plupart des citoyens qui étaient exposés à des risques plus élevés, c'était seulement une petite proportion de la population. Il y a d'autres parties de la liberté individuelle, liberté religieuse, mais ils n'offraient pas beaucoup de détails de pourquoi c'était des erreurs. Et aussi, il y avait les restrictions sur les églises. Ça, c'était quelque chose qui a été un enjeu très chaud dans tous les journaux. Et ça se peut que ce n'était pas quelque chose de surprenant. Et, et surtout dans le Winton Wharton, pour ceux qui connaissent cette partie du pays, il y a beaucoup de Minomites qui vivent ici. Alors, ils font des références justement à cette histoire partagée d'oppression avec la Russie, de bâtir des liens entre l'oppression du gouvernement et cet empiètement sur les droits individuels et que cela peut être dangereux. Alors, on pouvait voir ça dans les lettres. Alors, je n'ai pas le temps de passer à travers ici, mais ça vous donne une idée ici. Bon, ceux-là qui étaient contre l'approche générique qui avait été entamée par le gouvernement. Et ça, c'est vraiment parlé de la liberté. Ça parlait un petit peu sur la liberté religieuse, mais ça vous... Et l'importance de la liberté et que c'était vraiment dangereux de prendre cette voie par la part du gouvernement. Et ça vous montre justement de l'oppression historique des Mennonites et c'est vraiment, ça nous donnait une idée de la façon dont que ces communautés pensaient. Alors juste pour terminer, alors qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que les lettres étaient très divisées en ce qui concerne les restrictions sanitaires, la polarisation est là, et alors c'est vraiment à 50-50 si les gens considèrent que les mesures sanitaires étaient une bonne idée. Alors, on voyait que les théories de la conspiration n'étaient pas aussi présentes, mais je crois que ce point, c'est le plus pertinent. Alors, oui, il y avait un désaccord et une polarisation, mais est-ce que c'est dangereux? Pas nécessairement. Alors, les gens peuvent diviser si une communauté devrait bâtir une nouvelle piscine publique, mais cet désaccord, normalement, ne va pas mener à un écart au sein des communautés. Mais c'est d'avoir, il y a différents des comportements qui étaient vraiment axés sur la confiance au gouvernement, la liberté individuelle versus la responsabilité sociale, la nature de la religion, puis toutes des références à la victimisation lorsqu'on parle de l'oppression gouvernementale. Alors, en général, s'il n'y avait pas des accords très approfondis, alors pour en train d'exprimer les arguments des deux côtés, il n'y avait aucun problème de montrer du doigt l'autre côté, l'autre partie en tant que quelqu'un, en tant que des gens qui ne démontraient pas de bienveillance. Alors, lorsqu'on est en train de sortir de la pandémie, mais je crois que les désaccords et la pension que cela a alimenté, c'est pas clair ce qui va se passer parce que il y a beaucoup d'autres éléments à examiner concernant cet enjeu, surtout les différentes tendances qu'on pourrait voir si on élargissait l'étendue du projet. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas bon justement de voir ce type d'écart qui est en train d'agrandir au sein des communautés comme cela a une incidence sur la cohésion sociale. Et ça, il faudrait justement de trouver des remèdes pour pouvoir trouver une manière de rassembler les gens. Alors, merci beaucoup
pour votre attention. J'ai hâte à discuter avec vous pendant la période des questions et réponses.